Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va revenir ensemble sur ce que j'ai pu filmer du tremplin 2023 et parler de l'aspect technique. Que ce soit au niveau du choix du matériel, l'éclairage, le placement de la caméra et j'en passe, on va essayer de ne rien oublier et d'aller dans les détails. Pour rappel, le tremplin, c'est un événement qui permet de mettre en lumière des chanteurs et chanteuses de tout âge et de leur donner l'élan nécessaire afin de débuter, s'ils le souhaitent, une potentielle carrière dans la musique. Mon rôle était donc de couvrir les 3 étapes du concours qui étaient le casting, le stage artistique et la finale, principalement en backstage. Donc, si l'on revient au départ de ce projet, je m'étais concerté avec Kevin qui faisait partie de l'organisation pour structurer le travail que j'allais faire, mais aussi l'informer de mes besoins qui se résumaient principalement à la dimension minimale des salles d'interview, j'avais en l'occurrence demandé 9 mètres carrés, et du fait que je souhaitais si possible des pièces fermées et à l'écart de la scène. Ça c'est un point qui était vraiment important, surtout pour le casting parce que c'est clair que si tu commences à entendre 100 personnes parler par-dessus celles que tu interroges, c'est vraiment pas l'idéal, et encore moins pour rattraper les dialogues en montage. Alors, malgré le fait que j'étais assuré d'avoir un endroit dédié pour chaque journée de casting, je ne savais malheureusement pas à l'avance la taille de la pièce où j'allais tourner. Donc je suis allé à l'essentiel en prenant à chaque fois le même matériel. Pour le setup lumière Aputure 300D Mark II, que je plaçais sur un combo stand et que j'équipais d'un dôme de 80 cm avec un grid, ça c'est un accessoire qui va principalement vous aider à diriger votre éclairage là où vous le souhaitez. Pour le setup son, MKE600, câble XLR Mogami, perche KNM et bien sûr Zoom F6, mon enregistreur externe de terrain. Sans oublier 3 lots de mousse acoustique pour gérer la reverb, ce qui me faisait un joli mur d'1,80 m sur 1,80 m et si c'était à refaire, je serais presque tenté de prendre mon rideau à la place puisqu'il est similaire en termes d'absorption et qu'en plus de ça, il couvre quasiment 2 fois la surface des mousses. Enfin, mon setup vidéo A7S3, 35 mm G-Master Ninja 5 comme écran de retour, trépied relais pour les plans fixes et RS3 Pro pour les plans en mouvement, sauf pour le jour de la finale où j'ai choisi de faire un tournage main levée pour donner l'impression qu'on vivait l'événement avec les candidats. Voilà pour le matériel et maintenant on peut passer enfin au concret. Pour le coup, on va piocher 4 interviews qui se passent dans des endroits totalement différents à chaque fois, avec leurs avantages et leurs inconvénients, et je vais vous expliquer finalement ce qui compte le plus pour moi. Commençons déjà avec celle de Yasmine. C'était le premier soir de casting et la pièce mise à disposition était sans doute la plus petite. Je pense qu'on était même en dessous des 9 mètres carrés et le plafond faisait à peine 2 mètres de hauteur, créant ainsi 2 problèmes majeurs. Le premier, c'est qu'un espace restreint n'est pas bon pour le son en général, on a du mal à gérer la reverb, on obtient un résultat qui sonne assez étouffé, donc on doit vraiment faire attention à placer le micro très proche du sujet et que ce dernier parle distinctement sans pour autant exagérer son volume de voix. Le deuxième problème, c'est que le manque d'espace signifie qu'on n'aura pas forcément énormément de choix en termes de placement, donc il fallait bien réfléchir et voici comment j'ai fait. J'ai d'abord observé comment la pièce était aménagée. Dans le haut à gauche, il y avait un petit frigo et le canapé où était assise Yasmine. Dans le bas à gauche, une table avec un banc. Quant au haut à droite, une lampe de type trépied et le bas à droite était totalement vide. C'était donc là que j'ai placé ma keylight, chose qui en plus a joué en ma faveur puisque mon éclairage a motivé celui de la lampe qui se trouvait de base dans la pièce et qui joue donc un rôle de lumière pratique. Ça c'est quelque chose que je vous invite fortement à faire. Si l'endroit où vous filmez a ce genre d'accessoires, servez-vous-en afin d'amener de la cohérence à votre image. Pour ce qui est maintenant du positionnement de la caméra, le coin bas à gauche me semblait le meilleur choix, d'une part parce que ça me permettait de jouer sur la profondeur, avoir une meilleure composition avec ce coin de mur et cette lumière pratique, et évidemment de gagner en contraste. C'est d'ailleurs la règle la plus importante lorsque vous filmez, always shoot from the shadow side, toujours filmer du côté de l'ombre. C'est quelque chose qui va vous assurer un aspect cinématique à chaque fois et riche en contraste. Quand je tourne une interview, je me pose toujours à la place de la personne, je tire un angle de 90 degrés, je le coupe en deux et je sais que c'est ici que je placerai ma lumière. Je n'ai qu'à effectuer le même principe de l'autre côté et ce sera là que je placerai ma caméra. Bien sûr, le tout peut s'inverser sans aucun problème. Les angles aussi peuvent se modifier selon vos besoins et envies. Là, c'est juste un exemple de base, voilà. Et en parlant de placement, j'essaie toujours d'avoir la personne dans un coin de mon image. C'est très rare que je mette quelqu'un au milieu, car j'estime qu'il est toujours bien d'avoir un certain équilibre lorsque l'on filme, car le lieu de tournage aussi mérite sa place, et en agissant ainsi, on est sûr d'obtenir une composition bien plus intéressante et riche
en information. Si l'on s'attarde quelques secondes sur Yasmine, on voit qu'elle porte aussi un débardeur blanc. Or, certaines personnes n'aiment pas quand leur sujet porte cette couleur à cause de son fort indice de réflexion. Mais à mon avis, là, c'était un avantage. Dans cet exemple, le blanc va jouer le rôle de réflecteur sur la partie sombre de son cou, voire de son visage en partie. Donc, c'est quelque chose qui va nous faire gagner en définition, mais aussi en termes de détails. On pourrait aussi parler du reflet qu'on aperçoit dans son pendentif, mais comme il n'est pas réellement miroir, ce n'est pas forcément dérangeant. En résumé, filmer dans un espace restreint n'est pas évident, mais souvent c'est plus une question de bien placer les choses afin d'obtenir un résultat convaincant. Mais alors, qu'en est-il lorsque vous obtenez, disons, une pièce de 50 voire 60 mètres carrés? Eh bien à ce moment-là, vous pouvez vous targuer d'avoir obtenu le Saint Graal. Pour moi, ça s'est produit lorsque nous étions à Genève dans un restaurant qui disposait d'une énorme salle de danse. Elle était équipée d'un bar, de quelques tables et surtout d'une bonne vingtaine de projecteurs. Quand je l'ai aperçu, je savais pertinemment que la tâche allait être bien plus facile et agréable par rapport à la première situation. J'ai alors commencé par installer le setup à 10 mètres du bar, la caméra tournée vers ce dernier afin d'éviter le mur qui se trouvait à l'opposé et qui était entièrement constitué de miroirs. Pour la disposition, la keylight était à 45 degrés sur la droite des vannes et la caméra, cette fois-ci, à environ 25 voire 30 degrés sur la gauche. Les 3 murs de mousse étaient positionnés devant et autour de lui et le micro juste au-dessus de son visage, hors champ de la caméra. Ensuite, avec l'aide du propriétaire de l'établissement, on s'est servi des projecteurs pour éclairer à la fois le bar, l'une des tables et surtout le dos des vannes, créant ainsi une séparation plus marquée avec le décor. Ici, à la différence d'avant où on était sur un éclairage de type Rembrandt, on se situe plus sur un loop puisque la majorité du visage est visible. Cependant, ce n'est pas pour autant qu'on perd en contraste, au contraire, on en a même plus qu'avec Yasmine. Ça s'explique notamment par la prédominance de noir dans l'image et des différents types de lumière utilisés. 12 d'un côté avec mon Aputure 300D et dur pour les projecteurs. Ça aussi, c'est quelque chose que j'aime faire assez souvent en interview, la lumière douce pour mon sujet et la dure pour le décor. Ça crée une telle démarcation en fait que la personne que tu interroges va encore plus ressortir et je ne vous parle même pas du bonheur de filmer dans un tel espace en fait parce que là vous avez une telle profondeur de champ, c'est vraiment des conditions qui sont idéales. Ah et j'allais presque oublier mais on n'a pas encore parlé de la température de la lumière, mais mon Aputure est réglée naturellement à 5600 Kelvin, ce qui correspond à la lumière du jour et donc je mets à chaque fois ma balance des blancs au même niveau, ce qui m'assure toujours d'obtenir le meilleur résultat au niveau du teint de la peau et ce peu importe la température de l'éclairage secondaire. À vrai dire, c'est assez fréquent que ça tourne aux alentours de 2500 voire 3500 Kelvin, donnant une couleur assez jaune voire orange, ce qui est plutôt standard en fait. Et maintenant, on va passer à l'exemple suivant qui reste dans le même principe à la différence que le sujet est placé sur la gauche de l'image et que la pièce est clairement plus petite. Cette fois-ci, on se trouvait dans un bar situé à l'arrière d'un restaurant avec un inconvénient majeur, l'endroit n'était pas fermé. Heureusement pour moi, il était suffisamment loin de la scène, donc niveau son, ça allait et comme vous le constatez, le bar lui aussi avait de l'éclairage à disposition. J'ai alors utilisé l'un des projecteurs pour éclairer le fond et un autre pour faire office de backlight à Tania. Le placement de la lumière quant à lui et celui de la caméra sont clairement similaires à avant, tout comme les divers réglages, mais encore une fois, je me rends compte que le fait de porter du blanc ou du moins une couleur claire offre un rendu bien plus agréable. Il y a clairement plus de détails et les ombres sont moins agressives, cependant, le débardeur n'est pas le seul à jouer ce rôle car les murs en pierre eux aussi, étant donné qu'ils sont clairs, vont contribuer à adoucir l'image. Et à présent, on va passer au dernier exemple d'interview qui cette fois-ci, pour la première fois, se passe en extérieur. Il y a tellement de facteurs à prendre en compte dans une telle situation, comme l'intensité du soleil, sa position, s'il y a des nuages ou non, l'environnement dans lequel on se trouve, s'il y a du bruit ou non, bref, vous l'avez compris, c'est bien plus compliqué que tout ce qu'on a pu voir avant. Dans ce cas-là, le soleil était écrasant avec un grand ciel bleu, donc pas le choix, pour avoir du contraste, mais aussi avoir un éclairage adouci, il fallait trouver un abri pour profiter du reflet de la lumière sur le sol et principalement sur le bâtiment. C'est une technique qui est assez courante en fait pour adoucir une lumière dure comme celle-ci, en l'occurrence le soleil. On va utiliser une surface pour faire rebondir la lumière. Le résultat est alors extrêmement doux et harmonise le teint de la peau de la personne. Ici, le contraste est clairement moins important qu'avant en raison de la majorité des couleurs claires qui s'y trouvent. Les positions de la caméra et de la source de lumière sont les deux situées à 45 degrés de chaque côté du sujet et le micro quant à lui, comme toujours,
hors champ de la caméra, le plus proche possible de sa bouche. Comme il y avait un léger vent, je l'ai même équipé d'une bonnette et le tour était joué. Niveau composition, on est très loin de ce que je préfère, mais la profondeur de champ est acceptable et le rendu général plus que correct. Enfin, la raison pour laquelle je n'ai pas filmé à l'intérieur, car oui, c'était bien prévu à la base, c'est à cause d'une petite inondation en fait qu'on a eue dans la salle dédiée aux interviews. Donc il a fallu improviser et c'était le seul endroit jugé acceptable et suffisamment loin des répétitions musicales. En résumé, pour avoir un plan, vous pouvez avoir un plan de base en fait, qui va marcher et qui est bien ficelé, mais croyez-moi, c'est très rare que ça se passe comme prévu, et la plus grande qualité d'un vidéaste, c'est l'adaptation constante et la prise de décision rapide. C'est quelque chose qui ne s'apprend pas par la théorie, mais uniquement par le vécu. Plus vous travaillez concrètement sur des projets personnels et professionnels, et plus vous allez savoir réagir avec sang-froid et efficacité. Au final, c'est très bien de maîtriser les bases, mais le reste va s'apprendre automatiquement, et croyez-moi, cette année, on va essayer de voir les choses par étapes, sans se précipiter, comme ça on va vous donner le maximum de clés pour faire face à ce genre de situation. Dans tous les cas, j'espère que cet épisode vous a servi et vous a plu. Quant à nous, on se revoit très bientôt dans une nouvelle vidéo, alors d'ici là, portez-vous bien, allez, ciao ciao.